Salam alaikum. Alors on continue notre cours. Nous nous sommes arrêtés sur ce paragraphe, la pétrologie des roches du complexe ophiolithique et de la croûte océanique. Alors c'est un document qui va nous permettre la comparaison entre ce qui compose le complexe ophiolithique qu'on a trouvé dans la région roumaine et les roches qui forment la croûte océanique. Comme vous pouvez le constater, c'est les mêmes constituants. Vous avez au-dessous les péridotites, surmontés de gabbro, et enfin on trouve le basalte en coussin. Les roches qui constituent le complexe ophiolithique ou la lithosphère océanique sont, d'une manière principale, le basalte qu'on trouve en surface. C'est une roche qui contient quelques cristaux de grande taille qu'on appelle les phénocristaux, comme l'illustre le document. Il s'agit principalement d'olivine et de pyroxène, ainsi que des cristaux de petite taille qu'on appelle les microlithes. C'est principalement le plagioclase. Comme on trouve aussi une matière non cristallisée appelée le verre. L'existence de ces éléments implique que c'est une roche qui s'est refroidie rapidement et donc de texture microlithique. Pour les deux autres roches, le gabbro et la péridotite, ce sont des roches formées uniquement de cristaux et de grande taille, olivine, pyroxène et plagioclase pour le gabbro, olivine, pyroxène, spinel, plagioclase et amphibole pour la péridotite. Ce sont des roches de texture grenue et donc refroidissement lent. Alors le complexe ophiolithique, c'est une association de roches des fonds des océans qui ont été charriées, qui ont été déplacées sur les continents au cours de l'accrétion. La séquence ophiolithique typique comporte de bas en haut. Vous avez les péridotites, puis les gabbros, les filons de dolérite et enfin du basalte en pilolava. Et c'est la même succession des roches qui constitue la lithosphère océanique. Comment se forme alors le complexe ophiolithique? Comme vous le voyez sur ce document, au niveau du manteau supérieur, constitué de roches appelées péridotites, les conditions de fusion partielle se trouvent présentes et donc formation d'une chambre magmatique. Le magma ainsi formé voit sa densité diminuer et donc remonter en haut pour se refroidir de manière partielle, de manière fractionnée, pardon, et donc donner le gabbro-lithé au-dessous, puis les dolérites et enfin du basalte. Et les mouvements de convection dans cette région sont la cause principale, si vous voulez, des forces divergentes qui poussent les deux plaques à s'écarter au niveau du rift médio-océanique. Résumons ceci. Lors de la remontée des péridotites au niveau des dorsales océaniques, ils subissent une fusion partielle permettant la formation des chambres magmatiques sous les rifts. Pendant leur mise en place au niveau des rifts médio-océaniques, ces magmas vont subir un refroidissement très lent qui entraîne une cristallisation progressive suite à des changements des conditions physico-chimiques. On passe maintenant, dernière partie, aux étapes de formation de la chaîne humaine. Alors, le document illustre trois étapes principales de l'évolution de la subduction de la plateforme arabe sous la plaque eurasienne, donc depuis moins 100 millions d'années jusqu'à moins 5 millions d'années. Nous avons au début
l'existence d'un océan, le Tétis, qui sépare la plaque eurasienne de la plaque africaine. Après, c'est-à-dire environ moins 85 millions d'années, il y avait une subduction de la lithosphère océanique, c'est-à-dire l'océan Tétis, sous la plaque eurasienne, comme l'illustre ce figuré. C'est une subduction. Mais, si vous voulez, au milieu de l'océan Tétis, nous avons une obduction. Il s'agit donc d'une obduction océanique-océanique. Et vers moins 5 millions d'années, l'obduction a joué sur le côté plateforme arabe pour donner la chaîne Oman. Cette chaîne qui est formée principalement de 4 unités structurales: l'autochtone, c'est-à-dire les éléments d'origine, qui n'ont pas été déplacés, qui donc sont encore dans leur place. C'est la marge continentale arabique, puis l'ophiolite sur laquelle est passée la marge, les sédiments qui ont refusé la subduction entre les deux et qui forment donc des écailles. Ce sont des écailles de sédiments, c'est des prismes d'accrétion, les écailles de Hausner. Et enfin, un transgressif calcaire qui recouvre l'ensemble. D'après les géologues, lors de la convergence des plaques africaines et eurasiennes, les mouvements de convergence qui ont entraîné la subduction de la lithosphère téticienne sous la plaque eurasienne se sont arrêtés pendant 1 à 2 millions d'années, puis ils ont repris leur mouvement de convergence après, bien sûr, après être remplacés par des mouvements de divergence. Ça, c'est une photo qui illustre le panorama de cette chaîne montagneuse Oman. Alors, nous allons reprendre maintenant les 4 étapes, une après l'autre. Premièrement, c'est la subduction de la lithosphère continentale sous la croûte océanique. Et vous voyez ici qu'il y a une faille qui va jouer à l'intérieur, si vous voulez, de la plaque océanique. Puis, arrêt de la subduction, et puisque les forces continuent, il va donc y avoir l'obduction de la partie nord de la plaque océanique sur la marge continentale. Voilà, vous voyez la flèche. Ce qui va entraîner la formation de prismes d'accrétion des sédiments qui contiennent des radiolaires, donc ce sont les radiolarites. Les sédiments se sont poussés devant les ophiolites pour former la région dite Hamra Dere. Enfin, l'action de l'érosion. Alors l'intervention de l'érosion va bien sûr enlever les parties superficielles pour faire apparaître ce qu'il y avait bien sûr en profondeur, et ce sont les formations du Jabal Akhtar. Vous avez ici les 4 étapes réunies, et pour un petit exercice pour vous, je vous propose ce document. Essayez de le lire et de reprendre toutes ces étapes. Je vous propose aussi une autre chose. Je vais vous envoyer ce même cours en PDF, et donc le cours en PDF, vous l'imprimez et vous le gardez sur vos cahiers, et bien sûr pour l'explication, vous la suivez sur cette vidéo, et j'attends vos commentaires et vos questions. À bientôt.